Il le laisse vraiment s'occuper d'elle? Êtes-vous sûr que ce jeune homme devrait être responsable de notre patiente la plus importante? La voix aiguë du docteur Catherine Wellington résonna dans le couloir du 5e étage de l'hôpital Mount Say, suffisamment forte pour que tout le monde l'entende, y compris le jeune médecin qui s'approchait de la chambre 312. Le docteur André Santos s'arrêta à la porte, prit une profonde inspiration et ajusta le stéthoscope autour de son cou. À 27 ans, il n'était pas étranger à ces provocations, plus ou moins voilées. 3 années d'internat dans le plus prestigieux hôpital de New York lui avaient appris que sa compétence serait toujours remise en question avant même qu'il n'ouvre la bouche. « Docteur Wellington », dit André calmement, d'une voix durement gagnée, « Victoria Blackwood est sous mes soins depuis 2 semaines. Ses constantes se sont nettement améliorées depuis que je l'ai prise en charge. » La directrice médicale croisa les bras, ses yeux bleus glaciers scrutant le jeune médecin comme s'il était un objet déplacé. La famille Blackwood a fait don de 4 millions de dollars pour la nouvelle aile pédiatrique. Nous ne pouvons pas nous permettre de prendre des risques. André comprenait parfaitement ce qu'elle entendait par « risque ». Depuis son arrivée à Mount Say muni de sa seule bourse d'études universitaires et d'une détermination sans faille, chaque dossier qui lui était confié lui semblait une épreuve permanente, comme s'il devait prouver chaque jour qu'il méritait de se tenir dans ses couloirs. Victoria Blackwood, héritière de l'une des plus grandes fortunes immobilières du pays, était dans le coma depuis 4 mois à la suite d'un accident de yacht. Âgée de 25 ans, blonde et issue d'une famille aisée, elle était entourée d'une famille qui traitait les médecins comme des domestiques, surtout ceux qui ne leur ressemblaient pas. Avec tout le respect que je vous dois, Dr Wellington, a poursuivi André d'un ton strictement professionnel, ma formation en neurologie à Johns Hopkins et ma spécialisation en lésions cérébrales traumatiques parlent d'elle-même. L'évocation de Johns Hopkins, un nom au poids indéniable, crispa le visage de Catherine. C'était toujours pareil, une surprise sincère face à ces qualifications, suivie de tentatives discrètes pour les minimiser. André entra dans la chambre de Victoria. La lumière matinale filtrait doucement à travers de luxueux rideaux. La jeune héritière gisait immobile, soutenue par des machines, entourée de fleurs fraîches qui arrivaient chaque jour de la part d'amis de la haute société. Mais André avait remarqué quelque chose que personne d'autre n'avait remarqué. Signe neurologique subtil. Minuscules mouvements oculaires. Léger changement dans son rythme respiratoire. Micro-réaction aux stimuli ou des signes qu'il avait soigneusement consignés dans des notes privées. Son mémoire de fin d'études sur les états de conscience modifiés lui avait apporté des connaissances que peu de ses pairs possédaient. « Bonjour, Victoria », murmura-t-il doucement en commençant à changer le pansement de son incision chirurgicale. « Je sais que tu es là. Et quand tu seras prête à revenir, je serai là. » Ce qu'André ne pouvait pas savoir, c'est que Victoria était en fait pleinement consciente depuis 3 semaines, piégée dans son propre corps, entendant chaque conversation, chaque préjugé murmuré à propos du jeune médecin noir qui, selon certains, ne devrait pas être en charge de ses soins. Et pour la première fois de sa vie privilégiée, elle apprenait ce que signifiait réellement être jugée pour quelque chose qui échappait à son contrôle. Tandis qu'André travaillait avec une précision chirurgicale, vérifiant les réflexes et lisant les signes ignorés par les autres, Victoria luttait silencieusement. Elle luttait pour envoyer le moindre signal indiquant qu'elle était éveillée. Mais son corps restait figé, comme si un mur invisible l'empêchait de percer le monde conscient. Puis, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Si vous êtes touché par des histoires de résilience et de justice, n'oubliez pas de vous abonner, car ce réveil allait changer à jamais la vie de 2 personnes qui n'auraient jamais imaginé avoir quoi que ce soit en commun. Et le véritable pouvoir des compétences médicales allait devenir l'arme la plus puissante contre des décennies de préjugés profondément ancrés. Ce à quoi André ne s'attendait pas, c'est que ses soupçons selon lesquels Victoria était plus consciente qu'elle ne le semblait seraient bientôt confirmés d'une manière qui changerait leur vie à jamais. Alors qu'il examinait ses réflexes pupillaires, son cœur fit un bond. Il le vit, un mouvement oculaire distinct suggérant une activité cérébrale supérieure à celle détectée par les autres médecins. Intéressant, murmura-t-il dans sa barbe, griffonnant l'observation dans le petit carnet noir qu'il portait toujours sur lui. Des années de formation en neurologie à Johns Hopkins, des années à occuper 3 emplois pour obtenir cette bourse, lui ont appris à remarquer ce que les autres manquaient. Et juste au moment où il s'apprêtait à continuer, la porte s'ouvrit brusquement. « Que crois-tu faire exactement ?» La voix autoritaire de Margaret Blackwood claqua dans l'air comme un fouet. La matriarche de la famille, élégante malgré son âge, est entrée flanquée de son fils Richard et du docteur Wellington, tous arborant des expressions d'indignation et de suspicion identiques. André se redressa lentement,
les mains visiblement dégagées ou une habitude qu'il avait apprise au fil des années passées à se déplacer dans des espaces où les gens le jugeaient bien avant de le connaître. Je procède à un examen neurologique de routine, Madame Blackwood, dit-il calmement, la voix empreinte de maîtrise. Victoria présente des signes prometteurs que j'aimerais surveiller de plus près. Richard Blackwood, un quadragénaire habitué à tout obtenir grâce à l'argent et à l'influence, s'avança. Des signes que les médecins plus expérimentés n'ont pas vus. Son ton était empreint de dédain. L'ironie du sort était presque risible. André avait publié 2 articles sur la conscience altérée dans des revues médicales internationales pendant son internat, un exploit que la plupart des médecins n'atteignent jamais au cours de leur carrière. Mais ici, dans cette chambre d'hôpital, ses qualifications valaient moins que la couleur de sa peau. Sauf votre respect, dit André d'une voix polie mais le regard impassible, un regard qui fit reculer Margaret presque imperceptiblement. Ma spécialité, ce sont précisément les cas comme celui de Victoria. John Hopkins possède le meilleur programme de neurologie du pays. Ma thèse. Ça suffit, rétorqua Wellington. La famille a parfaitement le droit de choisir qui soignera sa fille. Franchement, docteur Santos, vous feriez mieux de vous concentrer sur des patients plus adaptés à votre niveau d'expérience. L'insulte flottait dans l'air comme une fumée toxique. André comprenait parfaitement ce qu'elle entendait par « mieux adaptés », les pauvres, les non-assurés, les cas dont personne ne voulait. C'étaient les miettes dont les gens comme lui étaient censés se contenter. Mais ce qui a vraiment transpercé le cœur d'André, c'est de réaliser que Victoria avait tout entendu. Ses moniteurs affichaient une légère variation de son rythme cardiaque imperceptible pour la plupart, mais nette comme le jour pour son œil exercé. Elle était consciente. Piégée. À l'écoute de chaque jugement. Très bien, dit finalement André en remettant son stéthoscope en place. Je vais parler au docteur Harrison du transfert du cas. Mais avant cela, ajouta-t-il en se tournant délibérément vers Margaret, je tiens à vous informer que Victoria présente des signes neurologiques compatibles avec un retour progressif à la conscience. Des signes que d'autres médecins pourraient ne pas remarquer. Les yeux de Margaret se plissèrent. Qu'est-ce que tu insinues ? Je n'insinue rien, madame, répondit André doucement. Je vous dis, d'après mon évaluation professionnelle, que votre fille est peut-être bien plus consciente qu'il n'y paraît. Et si c'est le cas, elle a tout entendu dans cette pièce. Le silence qui suivit fut écrasant. Richard s'agita maladroitement. L'expression sévère de Margaret vacilla, remplacée par une lueur de doute, et quelque chose qui aurait pu être de la culpabilité. « Est-ce possible » demanda-t-elle, la voix perdant son mordant. André hocha la tête solennellement. C'est plus fréquent qu'on ne le pense. Les patients dans le coma reprennent parfois conscience progressivement, bien avant de pouvoir l'exprimer. C'est pourquoi je conseille toujours aux familles de parler comme si le patient écoutait. Il n'avait pas mentionné qu'il avait passé des semaines à parler à Victoria de médecine, de musique classique, des subtils préjugés auxquels il était confronté quotidiennement. Des conversations qui prenaient désormais un sens déchirant si elle avait été consciente depuis le début. Le docteur Wellington s'éclaircit la gorge, visiblement mal à l'aise. Eh bien, ce n'est que spéculation. Le docteur Harrison évaluera le cas en conséquence. Bien sûr, dit André avec un sourire poli qui n'atteignit pas ses yeux. Le docteur Harrison, qui, comme vous le savez, n'a publié aucun article sur la neurologie et dont la dernière mise à jour sur la prise en charge du coma remonte à 15 ans. Mais je suis sûr que Victoria sera entre de bonnes mains. Ce fut un coup discret mais dévastateur. Tous dans la salle savaient que Harrison était apprécié pour sa diplomatie auprès des familles aisées, et non pour son talent médical. Alors que les Blackwood partaient dans un silence tendu, André s'approcha une fois de plus du chevet de Victoria. « Si vous m'entendez, murmura-t-il doucement, suffisamment bas pour que personne d'autre ne l'entende, sachez que je n'abandonnerai jamais un patient à cause de préjugés ou de pression. Et sachez ceci, vous êtes bien plus fort qu'il ne le pense. » Et tandis qu'il rassemblait ses notes, quelque chose d'extraordinaire se produisit. Une seule larme coula sur la joue de Victoria, la première réaction physique que son corps produisait depuis des mois. Pour la première fois de sa vie privilégiée, elle apprenait ce que signifiait être jugée et défendue non pas pour son nom, mais pour son humanité. Et tandis qu'André documentait soigneusement chaque détail avant de lui remettre l'affaire, quelque chose de miraculeux se produisit à l'intérieur du corps brisé de Victoria. Quelque chose qui changerait leur vie à jamais. La combinaison de l'indignation face à l'injustice dont elle avait été témoin et de la détermination inspirée par les paroles d'André créa en elle une tempête neurologique qui allait commencer à briser les barrières invisibles qui la retenaient emprisonnée.
Chaque parole pleine de préjugés qu'elle avait entendue, chaque instant de dignité dont André avait fait preuve sous la pression, forgeait en elle une compréhension totalement nouvelle de la justice, du caractère et de la véritable valeur de l'être humain. Et cette nouvelle prise de conscience devint la clé qui allait enfin la libérer de sa prison silencieuse bien que personne n'aurait pu la prévoir. Ce que les Blackwood ignoraient, c'est qu'André Santos n'était pas seulement un médecin talentueux luttant contre les préjugés. C'était aussi un stratège né, un homme qui avait appris très tôt que la victoire ne vient pas des cris de joie, mais des preuves. Et les preuves qu'il rassemblait méticuleusement seraient dévastatrices. 3 jours après avoir été retiré du dossier de Victoria, André continuait à travailler à l'hôpital comme si de rien n'était. Mais pendant son temps libre, quelque chose de bien différent se déroulait. Dans son petit appartement, transformé en centre de commandement improvisé, il classait soigneusement chaque élément de preuve qu'il avait recueilli sur le véritable état neurologique de Victoria. « En êtes-vous certain ?» demanda le docteur James Wilson, neurologue renommé et professeur émérite à Johns Hopkins, en examinant les données partagées par André par visioconférence. Wilson n'était pas seulement un mentor, c'était l'homme qui avait décelé le potentiel d'un jeune garçon pauvre du Bronx et l'avait aidé à obtenir une bourse d'études complète pour la meilleure faculté de médecine du pays. « Absolument », répondit André en montrant les graphiques à l'écran, mouvements oculaires, variations du rythme cardiaque lors de conversations spécifiques, réactions micropupillaires. Tout concorde, Victoria Blackwood est consciente depuis au moins 3 semaines, peut-être plus. Wilson hocha gravement la tête. Et vous avez documenté tout ça? Chaque détail? Vidéos, photos des moniteurs, notes horodatées? J'ai même des enregistrements de ces différentes réactions lorsque certaines personnes entraient dans la pièce, ajouta André, le visage durci. Y comprit ses réactions aux conversations discriminatoires à mon égard. Ce qu'André n'avait pas encore dit à son mentor, c'est qu'il avait découvert quelque chose d'encore plus troublant. En examinant discrètement les dossiers médicaux antérieurs de Victoria, il avait découvert des incohérences alarmantes dans le diagnostic initial. Le docteur Harrison, le médecin qui l'avait remplacé, avait ignoré des signes neurologiques évidents et avait maintenu Victoria sous traitement médicamenteux susceptible de prolonger artificiellement son état d'inconscience. Pendant ce temps, à l'hôpital, l'état de Victoria se détériorait rapidement. Le docteur Harrison, fidèle à sa réputation d'incompétence dissimulée sous une diplomatie exemplaire, avait mis en place un protocole de traitement totalement inadapté. Pire encore, Margaret Blackwood avait commencé à faire pression pour obtenir des interventions plus radicales afin d'accélérer le rétablissement de sa fille, interventions susceptibles de provoquer des lésions neurologiques irréversibles. Dr Harrison, a déclaré Margaret lors d'une de ses visites quotidiennes, l'état de notre patiente s'est dégradé. Victoria est dans cet état depuis des mois. Il est peut-être temps d'envisager des options plus radicales. Richard, toujours le fils obéissant, hocha vigoureusement la tête. Nous avons accès aux meilleurs spécialistes du monde. Peut-être une chirurgie expérimentale? Harrison, plus soucieux de satisfaire la famille que du bien-être de son patient, commença à envisager sérieusement ces options dangereuses. Eh bien, il existe de nouvelles procédures qui pourraient stimuler l'activité cérébrale. Ce qu'aucun d'eux ne réalisait, c'est que Victoria, toujours prisonnière de son corps mais de plus en plus consciente, entendait chaque mot de cette conversation terrifiante. Pour la première fois, elle commença à saisir véritablement le contraste entre l'attention sincère d'André et la négligence insouciante qui mettait désormais sa vie en danger. C'est à ce moment-là qu'André a décidé qu'il était temps d'agir. Avec l'aide de ses contacts universitaires et l'influence discrète du docteur Wilson, il entreprit de préparer quelque chose que les Blackwood n'auraient jamais vu venir. Ce ne serait pas seulement une révélation médicale, mais la démolition publique de toute une structure de préjugés et d'incompétence qui régnait sur l'hôpital. James, a déclaré André lors d'un de ses appels nocturnes avec Wilson, j'ai besoin que tu contactes le docteur Patricia Reeves de la Commission médicale de l'État, ainsi que les producteurs de cette émission télévisée d'investigation sur les erreurs médicales. Wilson haussa un sourcil. Tu es sûr de vouloir aller aussi loin? Les Blackwood ont du pouvoir. Ils pourraient détruire ta carrière. André sourit pas le sourire doux qu'il adressait à ses patients, mais quelque chose de bien plus dangereux. Professeur, ils peuvent essayer de détruire ma carrière. Mais je vais détruire quelque chose de bien plus important pour eux, leur réputation. Et quand j'en aurai fini, ils me supplieront de reprendre Victoria. Ce qu'André avait découvert au cours de son enquête était encore plus accablant que l'incompétence médicale. Des documents financiers montraient que la famille Blackwood avait fait pression sur l'hôpital pour maintenir Victoria dans un coma prolongé, retardant ainsi délibérément les procédures juridiques liées à l'héritage familial.
Margaret utilisait l'état de santé de sa fille pour garder le contrôle de l'entreprise familiale. Mais le cœur du plan d'André ne consistait pas seulement à dénoncer la corruption, il s'agissait d'un objectif bien plus puissant. Il avait trouvé un moyen de communiquer avec Victoria grâce à des techniques neurologiques avancées apprises à Johns Hopkins, des codes subtils de pression des mains, des schémas lumineux spécifiques ou des méthodes inconnues des autres médecins. Et Victoria a réagi. Lors de ses visites nocturnes secrètes, se faufilant à l'hôpital avec l'aide de collègues de confiance, André avait établi une communication simple mais fonctionnelle avec la jeune héritière. Elle était non seulement consciente, mais elle désirait ardemment révéler la vérité sur ce que sa propre famille lui faisait subir. « Victoria », murmura André lors d'une de ses visites clandestines, « si tu m'entends, sache que je travaille sur quelque chose. Ta famille prépare des opérations dangereuses, mais je te promets que je ne laisserai pas faire. » Sa réponse aux 2 pressions à peine perceptibles de sa main confirma ce qu'il savait déjà. Victoria Blackwood, l'héritière gâtée que le monde croyait connaître, était prête à se battre aux côtés du médecin que sa famille avait rejeté par préjugé. Le plan était presque terminé. Dans 72 heures, lors de la prochaine réunion médicale de la famille Blackwood avec le docteur Harrison, André allait faire la révélation la plus bouleversante que cet hôpital ait jamais connue. Et cette fois, il ne serait pas seul. La voix de Victoria, sa volonté corroborait chaque mot. Alors qu'André finalisait les derniers détails de sa stratégie, examinant chaque élément de preuve, chaque enregistrement, chaque document, quelque chose d'extraordinaire se produisait dans la chambre 312. Victoria, enflammée par l'indignation et l'espoir qu'André avait suscité en elle, rassemblait ses forces pour quelque chose qui les choquerait tous. Parce que parfois, la plus grande vengeance ne vient pas uniquement de la personne lésée, mais de l'alliance improbable de 2 âmes qui refusent de laisser les préjugés et l'incompétence triompher de la vérité et de la justice. La réunion était prévue jeudi à 9 h, dans l'auditorium principal de l'hôpital Mount Say. Le docteur Harrison avait convoqué la famille Blackwood pour discuter des procédures agressives que Margaret souhaitait en suivre, tandis qu'André Santos attendait dehors, officiellement interdit d'entrer. Mais ce que les Blackwood ne savaient pas, c'est qu'à ce moment-là, André n'avait plus besoin de la permission de personne. Monsieur Blackwood, commença Harrison avec son arrogance habituelle, après avoir consulté des spécialistes renommés, je crois qu'une intervention chirurgicale expérimentale stimulant directement le cortex cérébral pourrait accélérer considérablement le rétablissement de Victoria. Margaret hocha la tête avec empressement. Enfin quelqu'un qui prend l'initiative. Combien de temps encore sommes-nous censés attendre? À ce moment précis, les portes de l'auditorium s'ouvrirent et André entra, accompagné de 3 personnages qui glaçaient le sang de Margaret, le docteur Patricia Reeves de la commission médicale de l'État, un caméraman de l'émission d'investigation Medicina AM Foco, diffusée à la télévision nationale, et le docteur James Wilson, dont le nom était respecté dans toute la communauté médicale mondiale. « Excusez-moi pour l'interruption, » dit André, sa voix calme contrastant fortement avec la panique grandissante dans les yeux d'Harrison, « mais je crois que vous êtes sur le point de prendre une décision qui pourrait coûter la vie à Victoria Blackwood. » « Que faites-vous ici ?» aboya Richard en bondissant de sa chaise. « On vous a retiré cette affaire la sécurité. » En fait, intervint le docteur Reeves en brandissant son badge officiel, le docteur Santos nous a contactés avec des preuves de négligence médicale grave et de possibles fautes professionnelles. J'ai l'autorité légale pour enquêter immédiatement. Harrison essayait de garder son sang-froid, mais ses mains tremblaient visiblement. C'est ridicule. Quelle preuve? André sourit pas son sourire doux, mais quelque chose de plus vif, de plus mortel. Commençons par les enregistrements. S'ensuivit un démantèlement systématique et brutal de tout ce que les Blackwood pensaient contrôler. André avait secrètement enregistré des conversations où Harrison avouait ne pas avoir consulté de neurologue depuis des années. Des documents financiers révélèrent des paiements suspects de la famille Blackwood à l'hôpital. Le plus accablant fut que les dossiers médicaux prouvèrent que Victoria montrait des signes de conscience depuis des semaines, signes que Harrison avait complètement ignorés. Impossible, balbutia Margaret, la voix dénuée de son autorité d'antan. Victoria est dans le coma depuis des mois. Elle l'était, corrigea doucement André, mais pendant tout ce temps, elle a entendu tous les mots préjudiciables prononcés à mon sujet, toutes les discussions sur la possibilité de la garder sous écrou pour retarder les procédures judiciaires, tous les plans dangereux que vous avez conçus pour précipiter des procédures inutiles. Le coup final est venu quand André a activé une tablette, montrant un flux vidéo en direct de la chambre 312. Victoria était assise droite sur son lit, pleinement consciente, discutant calmement des événements récents avec une infirmière. Le silence qui suivit fut assourdissant.
Comment, quand, murmura Harrison, réalisant que sa carrière était terminée. Victoria a repris pleinement conscience il y a 3 jours, expliqua André, mais elle a demandé que cela reste secret jusqu'à cette rencontre. Elle voulait, à sa manière, être présente lorsque la vérité éclaterait. Le docteur Wilson s'avança, l'air empreint de mépris professionnel. 30 ans de médecine, Harold. Et vous vouliez pratiquer une craniotomie inutile sur un patient conscient. Ce n'est pas de la négligence. C'est de l'incompétence criminelle. Margaret a fait une dernière tentative désespérée. Vous ne pouvez pas prouver que nous savions. André a ouvert un deuxième fichier et en a extrait des transcriptions détaillées. En fait, je peux. Victoria a méticuleusement documenté chaque conversation qu'elle a entendue pendant son état de conscience silencieuse, y compris vos discussions sur l'utilisation de son état pour garder le contrôle de l'entreprise familiale. Le caméraman a capturé chaque instant d'horreur grandissante sur les visages des Blackwood. Richard était devenu complètement pâle. Margaret avait l'air d'avoir vieilli de 10 ans en 10 minutes. Il y a plus, continua André sans relâche. L'enquête de la commission a révélé une pratique discriminatoire inquiétante dans cet hôpital. Des médecins compétents ont été écartés de dossiers lucratifs pour des raisons étrangères à leur qualification médicale. Le docteur Reeves s'avança, sa voix tranchant l'air comme une lame. Docteur Harrison, vous êtes suspendu de vos fonctions avec effet immédiat, dans l'attente d'une enquête approfondie. Elle se retourna brusquement. Madame Blackwood, notre enquête financière sur les paiements versés à l'hôpital va s'intensifier. Quant aux dons au service pédiatrique. Elle a fait une pause pour un effet dramatique. Il sera intégralement remboursé jusqu'à ce que les problèmes éthiques en jeu soient résolus. Et puis quelque chose d'extraordinaire s'est produit. La voix de Victoria résonnait dans le haut-parleur connecté à la tablette, claire, stable et résolue. Je voudrais faire une déclaration publique. Tout le monde s'est tourné vers l'écran où Victoria regardait directement la caméra. Je m'appelle Victoria Blackwood. Pendant des mois, j'étais consciente, mais incapable de communiquer. Durant cette période, j'ai été témoin de la véritable nature de cette institution médicale, sans que personne ne pense que je la regardais. Le docteur André Santos m'a traité avec plus de dignité, de compétence et de compassion que n'importe quel autre professionnel de cet hôpital. Il m'a non seulement sauvé la vie médicalement, mais il a préservé mon humanité, alors que d'autres ne me voyaient que comme un problème à résoudre. Margaret a essayé d'interrompre, mais Victoria a continué sans hésitation. Ma famille et le docteur Harrison ont failli me faire subir une opération dangereuse et inutile, car leur arrogance les empêchait de voir les signes évidents de guérison. Le docteur Santos était le seul à les voir, car il avait la volonté de les observer. Harrison, visiblement désespéré, laissa échapper. Victoria, tu ne comprends pas les complexités médicales. Je comprends parfaitement, l'interrompit-elle brusquement. Je comprends que vous privilégiez la politique et les préjugés au bien-être médical. Et je comprends que sans le courage du docteur Santos de s'opposer à cette culture toxique, je serais peut-être mort aujourd'hui. Le coup final est venu lorsque le docteur Reeves a annoncé. Suite à cette enquête, le docteur André Santos sera promu chef du département de neurologie avec effet immédiat. Ses recherches sur les états de conscience modifiés bénéficieront d'un financement universitaire complet. Margaret et Richard ont quitté l'auditorium en silence, leur réputation en ruine, confrontés à des enquêtes financières et à la menace très réelle d'accusations criminelles. Harrison a été escorté par la sécurité et sa licence médicale a été suspendue indéfiniment. Alors que les caméras capturaient les derniers instants de la réunion, André s'autorisa enfin un moment de calme et de véritable satisfaction. Ce n'était pas une vengeance. C'était la justice, pure, simple et terriblement efficace. Mais le véritable tournant restait à venir. Car comme André allait le découvrir, Victoria Blackwood n'était pas seulement une patiente qu'il avait sauvée. Elle était sur le point de devenir l'alliée la plus puissante qu'il aurait pu imaginer, avec des plans qui transformeraient complètement le système médical qui avait tenté de les enterrer tous les deux. Parfois, la meilleure vengeance n'est pas de détruire ses ennemis. Il s'agit de les transformer en architectes de leur propre insignifiance pendant que vous reconstruisez le monde qui les entoure d'une manière qu'ils n'auraient jamais pu prévoir. 6 mois plus tard, l'hôpital Mount Sinai était méconnaissable. Le nouveau chef du département de neurologie avait mis en œuvre des protocoles révolutionnaires basés sur ses recherches sur les états de conscience modifiés, sauvant ainsi des dizaines de vies qui auraient autrefois été considérées comme perdues. Le docteur André Santos n'était plus seulement un médecin compétent luttant pour la reconnaissance. Il était devenu une autorité internationale dans son domaine.
Dr Santos, a déclaré un jeune interne lors de sa visite matinale, nous avons 5 nouveaux patients dans le coma transférés d'autres hôpitaux. Ils veulent tous le protocole Santos. André sourit en regardant son équipe diversifiée de médecins talentueux, triés sur le volet dans tous les horizons, choisis uniquement pour leurs compétences. Le département, autrefois en proie au népotisme et aux préjugés, était désormais le plus respecté de la côte. Victoria était devenue plus que la patiente qui l'avait sauvée. Elle était désormais sa partenaire au sein de la Fondation Santos Blackwood pour la justice médicale, une puissante organisation qui enquête sur la discrimination dans les soins de santé et finance la formation médicale des étudiants issus de communautés défavorisées. Leur première victoire juridique avait permis d'obtenir 8 millions de dollars de dommages et intérêts pour un médecin hispanique injustement licencié, une somme prélevée directement sur les bénéfices de l'hôpital qui avait permis cette discrimination. André, dit Victoria en entrant dans son nouveau bureau donnant sur Central Park, nous venons d'en avoir la confirmation. Harvard vous demande de diriger le nouveau centre de recherche neurologique. 50 millions de dollars de financement. L'ironie était exquise. La même élite médicale qui remettait autrefois en question ses qualifications se battait désormais pour son expertise comme s'il s'agissait du saint graal de la neurologie moderne. Entre-temps, le docteur Harrison avait définitivement perdu sa licence médicale après que l'enquête ait révélé d'autres cas cachés de négligence. Sa tentative désespérée de trouver du travail dans une clinique rurale a échoué lorsque son nom est apparu dans les recherches Google liées au scandale. À 55 ans, il travaillait comme vendeur de matériel médical, contraint de fréquenter les mêmes hôpitaux où il avait autrefois été traité comme un roi, désormais ignoré par les médecins qui connaissaient son histoire. Margaret Blackwood a fait face à une réalité encore plus dure. L'enquête financière a révélé des années de fraude fiscale et de corruption, entraînant des pénalités qui ont englouti 40% de la fortune familiale. Richard s'est enfui à l'étranger pour éviter les poursuites, tandis que Margaret vivait recluse dans son manoir, rejetée par les cercles sociaux qu'elle dominait autrefois. Le nom Blackwood, autrefois synonyme de pouvoir et de prestige, était devenu un symbole de corruption et de préjugés. « Vous savez ce qui m'impressionne le plus ?» demanda Victoria un soir, alors qu'ils examinaient les rapports trimestriels de la Fondation. Ce n'est pas seulement la justice qui compte, c'est la transformation complète du système. André hocha la tête, se souvenant de l'époque où il devait prouver sa compétence avec chaque patient, chaque procédure, chaque conversation. Désormais, les jeunes médecins issus de minorités cherchaient des postes à Mount Sinai précisément parce qu'ils savaient que le talent était la seule monnaie qui comptait là-bas. Le même auditorium de l'hôpital où il avait été publiquement humilié abritait désormais le programme de mentorat Santos, où des médecins chevronnés de tous horizons formaient la prochaine génération. La plaque sur le mur disait simplement: la compétence n'a ni couleur, ni genre, ni nom. Le docteur James Wilson, désormais consultant officiel de la Fondation, disait souvent qu'il n'avait jamais vu une institution se transformer aussi radicalement. André n'a pas seulement vaincu les préjugés, a-t-il déclaré au public à travers le pays. Il a prouvé que la meilleure vengeance est de construire quelque chose de plus grand que tout ce que vos oppresseurs pourraient jamais détruire. Le moment le plus gratifiant est survenu lorsqu'André a été invité à prononcer le discours d'ouverture du Congrès national de neurologie, le même événement où Harrison avait autrefois été traité comme une célébrité. Cette fois, dans le public, se trouvaient des médecins qu'il avait autrefois rejetés, griffonnant désormais des notes sur chaque mot qu'il prononçait, tandis que les journalistes se disputaient des interviews exclusives. La vraie force, a déclaré André au public. La réussite ne vient pas de la destruction de ceux qui nous font du mal, mais de la construction de ponts là où d'autres ne voient que des abîmes. Chaque obstacle que j'ai rencontré m'a appris que la meilleure revanche contre les préjugés est de devenir incontestablement excellent dans ce que l'on fait. Victoria, assise au premier rang, savait qu'elle assistait à quelque chose de rare, la transformation complète de l'injustice en objectif, de l'humiliation en grandeur. André n'avait pas seulement prouvé qu'il avait raison. Il avait réécrit les règles du jeu. Aujourd'hui, lorsque les jeunes médecins sont confrontés à la discrimination, ils n'abandonnent pas. Ils se demandent: que ferait le docteur Santos? Et la réponse est toujours la même. Travaillez plus dur. Étudiez davantage. Devenez si bons qu'ils ne peuvent plus être ignorés. Parce que la meilleure vengeance n'est pas de rendre le mal qui vous a été fait. C'est pour atteindre un succès aussi retentissant que vos ennemis passent le reste de leur vie à se demander comment ils ont pu si profondément sous-estimer votre véritable grandeur. Si cette histoire de transformation et de justice vous a touché, n'oubliez pas de vous abonner pour découvrir d'autres histoires puissantes qui nous rappellent que parfois, ce qui semble être notre plus grande défaite est en fait le premier pas vers notre plus grande victoire.
En fin de compte, celui qui rit le dernier rit vraiment le mieux, surtout lorsque ce rire résonne dans les couloirs des hôpitaux, sauvant des vies, grâce au courage d'un homme qui a refusé de laisser les préjugés décider de son destin. Une autre histoire vous attend dès maintenant. Cliquez et nous vous retrouverons demain pour une autre histoire de héros silencieux qui change le monde une vie à la fois.